Adrien voulait simplement consulter le solde d'un vieux compte laissé par son grand-père. Mais dès qu'il a mis les pieds dans cette banque luxueuse, on l'a traité comme un intrus. Un puissant homme d'affaires s'est moqué de lui, lançant « Cet endroit n'est pas fait pour les gamins fauchés ». Ce que personne ne savait, c'est que cette simple demande allait bouleverser la vie d'Adrien et faire vaciller un empire tout entier. Mais avant de plonger dans notre histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où nos récits voyagent. La porte-tambour de la banque Saint-Honoré avait quelque chose d'intimidant. Adrien serra la sangle de son vieux sac à dos et inspira profondément avant d'entrer. Le verre réfléchissant lui renvoya son image. Un garçon noir de 16 ans, vêtu de vêtements trop larges et de baskets usées. Il détonnait dans ce décor. La banque représentait tout ce qu'Adrien imaginait quand il pensait à la richesse. Le sol en marbre brillait au point de paraître mouillé. Des lustres en cristal pendaient du plafond haut et les canapés en cuir semblaient plus confortables que son propre lit. Quelques clients le dévisagèrent avec méfiance. Adrien sentit le poids de leurs regards, mais il continua d'avancer. Il n'avait qu'un seul but, consulter le solde d'un compte que son grand-père Henri avait laissé. Sa grand-mère, Madame Marguerite, avait retrouvé un vieux papier parmi les affaires de son mari décédé. Il y était noté un numéro de compte et un mot de passe. « Va voir ce qu'il y a là-dedans, mon petit », lui avait-elle dit d'une voix fatiguée, usée par toute une vie de labeur. Adrien s'approcha du guichet. L'employé en tailleur bleu marine leva à peine les yeux. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle d'un ton glacial. « Je voudrais consulter le solde d'un compte, s'il vous plaît. » Elle tapa quelque chose sur son clavier, toujours sans vraiment le regarder. « Numéro du compte ?» Adrien sortit le papier froissé de sa poche et lut à haute voix. La jeune femme fronça les sourcils. « Ce compte est géré par un service spécial. Je vais appeler la responsable. » Elle décrocha le téléphone interne, toujours sans un mot aimable. En attendant, Adrien entendit un rire sonore provenant de l'autre côté du hall. Un homme en costume gris impeccable discutait avec deux cadres. Il était blanc, les cheveux grisonnants parfaitement coiffés, des gestes amples de celui qu'on écoute toujours. Ses chaussures italiennes claquaient sur le marbre. L'homme s'approcha du guichet, encore hilar. Il jeta un coup d'œil à Adrien, le détailla de la tête aux pieds avec un petit sourire en coin. « Tu t'es perdu, gamin. Les guichets du métro sont de l'autre côté de la rue. » Les deux cadres à ses côtés gloussèrent discrètement. Adrien sentit ses joues chauffer, mais ne répondit pas. « Laisse-moi deviner, » reprit l'homme en croisant les bras. « T'es venu ouvrir un livret A avec les pourboires de ton lavage de pare-brise ? » « Je viens consulter un compte que mon grand-père a laissé, » répondit Adrien en essayant de garder une voix posée. « Ah oui, ton grand-père. » Il fit des guillemets avec les doigts. « Et moi, je suis le roi de France. Cette banque, c'est pour les clients sérieux, pas pour les jeux d'enfants. » Une femme d'une quarantaine d'années, lunettes élégantes et tenue sobre, arriva à grands pas. C'était la responsable, Hélène Moreau. « Monsieur Monclerc, je peux faire quelque chose pour vous ?» Elle semblait mal à l'aise en sa présence. « Je m'amuse un peu, Hélène. Ce gamin prétend avoir un compte ici. » Victor Monclerc, l'homme d'affaires le plus influent de la ville, s'amusait visiblement de la situation. Hélène tourna les yeux vers Adrien. « C'est vous, le jeune homme avec le compte spécial ?»« Oui, madame. » Victor éclata de rire. « Compte spécial ? C'est de mieux en mieux. » Hélène ignora le commentaire et fit signe à Adrien. « Suivez-moi, s'il vous plaît. » Elle le mena jusqu'à une salle vitrée, un peu à l'écart. Victor les suivit, curieux au point de ne pas pouvoir s'en empêcher. « Hélène, tu ne vas quand même pas tomber dans le panneau, hein ?» Victor s'adossa à la vitre, les observant depuis l'extérieur. Le gamin a sûrement ramassé un vieux papier dans une poubelle. Hélène s'installa à son bureau et demanda à nouveau le numéro du compte. Adrien le récita. Elle tapa, vérifia les informations, puis demanda le mot de passe.
Adrien le murmura, tel que sa grand-mère l'avait noté. L'écran mit quelques secondes à charger, des secondes interminables. Puis, les yeux d'Hélène s'écarquillèrent. Elle devint livide. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Victor fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Hélène fit lentement pivoter l'écran. Victor se pencha pour regarder. Son sourire s'effaça. Le sang quitta son visage. Il cligna plusieurs fois des yeux, comme s'il refusait de croire ce qu'il voyait. À l'écran s'affichait une somme qu'Adrien n'aurait jamais cru réelle. 847 000 euros, 847 millions d'euros. C'est pas possible, balbutia Victor. Vérifie encore. Hélène s'exécuta. Puis encore une fois, c'est exact, monsieur Monclerc. Et ce n'est pas tout. Elle ouvrit une autre fenêtre dans le système. Ce compte contient des investissements dans plusieurs sociétés, des actions, des participations. Elle s'interrompit, les yeux toujours rivés à l'écran. « Parlez !» ordonna Victor tendu. Le compte détient 34% des actions de Monclerc Industries. C'est l'actionnaire individuel principal. Un silence glacial envahit la pièce. Victor chancela légèrement et s'appuya sur la table. Son entreprise, son empire bâti en 30 ans, avait pour principal actionnaire le grand-père d'un adolescent qu'il venait d'humilier. Adrien était aussi choqué qu'eux. Il regarda ses mains, incapable de réaliser. Son grand-père Henri avait été concierge, ouvrier, puis gardien d'immeuble. Comment était-ce possible ? Il y a d'autres entreprises listées, poursuivit Hélène, la voix tremblante. Construtec, Alimentation Riviera, Transports européens, le portefeuille est très diversifié. Victor fixait Adrien comme s'il voyait un fantôme. Le garçon qui l'ignorait quelques minutes plus tôt détenait désormais une part importante de son empire. « Qui était votre grand-père » demanda-t-il, chaque mot pesant. « Henri Valois. Il est décédé il y a 3 mois. » Victor ferma les yeux. « Henri Valois. » Il répéta le nom comme s'il tentait de raviver un souvenir enfoui depuis longtemps. Hélène imprima un relevé détaillé. Des pages et des pages d'investissement, de placement, d'actions. Henri avait bâti, dans le silence, une véritable fortune au fil de 50 années, en investissant de petites sommes qui, avec le temps et des choix judicieux, s'étaient démultipliées. Monsieur Henri a été l'un des premiers investisseurs de votre entreprise, monsieur Monclerc, expliqua Hélène en consultant les documents. Il y a 32 ans, il a acheté des actions alors que la société n'était encore qu'une petite entreprise de BTP. Victor s'effondra lourdement dans un fauteuil. L'homme moqueur d'il y a quelques instants avait disparu. À sa place, se trouvait un chef d'entreprise en train de calculer les conséquences de ce moment. Adrien saisit les documents d'une main tremblante. Sa vie venait de basculer en quelques minutes. Il n'était plus ce garçon qui vendait des bonbons à la sortie de l'école pour aider à payer les factures à la maison. Il était désormais un héritier, un actionnaire, quelqu'un qui comptait. « Je dois y aller », dit Adrien en rangeant les papiers dans son sac. Victor se leva d'un bond. « Attends, il faut qu'on discute. Des actions, de ce que ça implique. »« Pas maintenant », coupa Adrien. Pour la première fois, c'est lui qui regarda Victor de haut. « Je dois d'abord l'annoncer à ma grand-mère. » Il quitta la salle vitrée, traversa le hall en marbre et poussa la porte tambour. À l'extérieur, le soleil de l'après-midi frappa son visage. Adrien inspira profondément. Le monde n'avait pas changé, mais lui, si. Dans la banque, Victor resta figé, les yeux fixés sur la porte par laquelle le garçon venait de sortir. Hélène rangeait les documents en silence, mais la tension dans l'air était palpable. « Je veux tout savoir sur Henri Valois », ordonna Victor, la voix basse et menaçante. « Chaque détail. Et je veux savoir ce que ce gamin compte faire de ses actions. » Adrien monta les 3 étages de l'immeuble où il vivait avec sa grand-mère.
L'ascenseur était en panne depuis des mois. Ses jambes tremblaient, non pas de fatigue, mais à cause de tout ce qu'il avait découvert cet après-midi-là. La porte de l'appartement s'ouvrit avant même qu'il n'insère la clé dans la serrure. Madame Marguerite l'attendait, vêtue de son tablier à fleurs, le visage marqué de rides, racontant une vie difficile. « Alors, mon petit, il y avait quelque chose sur ce compte. » Adrien entra, referma la porte derrière lui et s'y adossa. Il ne savait pas par où commencer. « Mamie, je pense que tu ferais mieux de t'asseoir. » Marguerite plissa les yeux, méfiante, mais obéit. Elle s'assit sur une chaise à la petite table de la cuisine, où restaient encore des miettes du petit déjeuner. Adrien s'installa en face d'elle et posa les papiers de la banque sur la table. « Papy Henri, il nous a laissé beaucoup d'argent, mamie. Vraiment beaucoup. »« Il a laissé combien, Adrien ?»« 847 millions d'euros. » Le silence qui suivit ne fut brisé que par les bruits de la rue entrant par la fenêtre ouverte. Marguerite le fixa comme s'il venait de parler une langue étrangère. « C'est une blague ? » ?»« Non, mamie, regarde. » Il lui tendit le relevé. Marguerite le prit d'une main tremblante et se mit à lire, articulant les mots à voix basse. Ses larmes coulèrent avant même qu'elle ne termine la première page. Comment Henri a-t-il fait ça? Des investissements, des actions dans des entreprises. Il a commencé il y a très longtemps et l'argent a grossi au fil du temps. Marguerite couvrit son visage de ses mains et pleura. Ce n'était pas un pleur de joie, mais un mélange de douleur, de fierté et d'incompréhension. « Il ne nous en a jamais parlé », murmura-t-elle entre deux sanglots. « On a vécu à l'étroit, on a galéré, et il n'a jamais rien dit. » Adrien la serra dans ses bras. Lui non plus ne comprenait pas. Pourquoi Henri avait-il gardé ce secret? Pourquoi n'avait-il pas utilisé cet argent pour faciliter la vie de sa famille? La réponse arriva le lendemain matin. Adrien prenait son petit déjeuner quand quelqu'un frappa à la porte. C'était un homme âgé, au look modeste, vêtu d'un manteau marron élimé, un chapeau à la main. « Bonjour, je m'appelle Claude Fontaine. J'étais un ami de Henri. » Marguerite reconnut le nom. « Claude, entre, je t'en prie. » L'homme entra et accepta une tasse de café. Il avait des yeux doux et de grandes mains marquées par le travail. « J'ai appris qu'Adrien était allé à la banque hier. J'imagine que vous avez beaucoup de questions. »« Vous êtes au courant pour l'argent de papy ?» demanda Adrien. Claude hocha la tête. « Henri m'a tout raconté, quelques mois avant sa mort. Il m'a demandé de venir vous voir si jamais vous découvriez l'existence de l'héritage. »« Mais pourquoi il ne nous en a jamais parlé ?» demanda Marguerite, la voix encore tremblante. Claude soupira profondément. Parce qu'Henri ne voulait pas que l'argent vous change. Il savait comment la richesse peut transformer les gens. Il voulait qu'Adrien grandisse avec des valeurs solides, qu'il comprenne le sens du travail, de la dignité. « Mais on aurait pu vivre mieux, » murmura Marguerite. « Il avait prévu ça, » répondit Claude. « Mais il avait une vision plus grande. Henri n'était pas qu'un investisseur avisé. C'était un homme de principe, qui croyait en la justice. Chaque entreprise dans laquelle il investissait, il la passait au crible. Il ne mettait de l'argent que là où les salariés étaient traités avec respect. » Claude sortit une enveloppe de la poche intérieure de son manteau. « Il m'a demandé de remettre ceci à Adrien le moment venu. » Adrien ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre manuscrite, écrite d'une main tremblante. Celle de son grand-père. « Mon cher Adrien, si tu lis ceci, c'est que tu as découvert ce que je t'ai laissé. Ce n'est pas simplement de l'argent, mon petit. C'est une responsabilité. Chaque action que tu détiens représente des familles, des personnes qui travaillent dur, qui luttent, qui méritent le respect. Dans l'entreprise Montclair, il existe une clause dans les statuts qui protège 2000 salariés. Cette clause garantit des salaires décents, des conditions de travail sûres
et de la dignité. Victor Moncler tente depuis des années de la supprimer pour augmenter ses profits. J'ai toujours voté contre. Maintenant, cette décision t'appartient. Tu peux vendre tes actions et devenir riche sans lever le petit doigt. Ou tu peux protéger ces familles. Je te fais confiance, choisis avec ton cœur, avec tout mon amour, ton grand-père, Henri. Adrien termina sa lecture les yeux embués de larmes. Tout prenait sens, enfin. Le secret, les sacrifices, tout avait un but. 2000 familles, répéta-t-il à voix basse. Oui, confirma Claude. Ton grand-père aidait discrètement des gens depuis des années. Il a payé des opérations, financé des études, aidé des familles à sortir de leurs dettes. Toujours dans l'ombre. Il croyait que la vraie richesse, c'est celle qu'on partage. Marguerite pleurait à nouveau, cette fois avec fierté. Voilà, ça, c'était mon Henri. 2 jours plus tard, Adrien reçut un appel. C'était Victor Moncler. Adrien, il faut que nous parlions, en personne. Ils se retrouvèrent dans un café discret. Victor arriva à l'heure, une mallette en cuir à la main. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en quelques jours. « Je vais être direct », commença-t-il. « Je veux racheter tes actions. Elles ne sont pas à vendre. Tu ne connais même pas mon offre. 50 millions d'euros. Tu as 16 ans. Avec cet argent, tu peux faire ce que tu veux de ta vie. » Et les 2000 familles? Victor cligna des yeux, surpris. « Tu es au courant de la clause. Je sais tout. Cette clause est dépassée. Le marché a changé. Il faut rester compétitif. Ou tu veux simplement augmenter tes profits pour entretenir ton train de vie? » Victor serra les mâchoires. « Tu ne comprends rien au monde, gamin. »« Peut-être. Mais je sais ce qui est juste. » Adrien se leva. « Ma réponse est non. Tu fais une énorme erreur. »« Non, monsieur Moncler. J'honore la mémoire de mon grand-père. » Adrien quitta le café, laissant Victor seul avec sa frustration. Pour la première fois de sa vie, l'homme d'affaires se retrouvait face à quelqu'un qu'il ne pouvait ni acheter ni intimider. Sur le chemin du retour, Adrien sentit le poids de sa décision. Il avait choisi la voie la plus difficile. Il avait choisi de se battre. Et il savait que Victor ne savourait pas vaincu de sitôt. Ce soir-là, allongé dans son lit étroit, Adrien relut la lettre de son grand-père. « Choisis avec ton cœur », avait écrit Henri. Il avait choisi. Et malgré la peur, il savait qu'il avait fait le bon choix. La première semaine après le refus d'Adrien fut calme. Beaucoup trop calme. Il continuait d'aller en cours, d'étudier, d'aider sa grand-mère, mais il sentait que quelque chose se préparait. Un peu comme le silence avant la tempête. La tempête arriva le lundi suivant. Adrien fut convoqué dans le bureau de la directrice. Madame Beaumont, une femme austère aux lunettes épaisses, l'attendait avec un air grave. « Adrien, nous avons reçu une plainte anonyme signalant que tu avais manqué plusieurs cours et que tes résultats étaient en chute libre. Mais ce n'est pas vrai. Je n'ai manqué aucun cours et mes notes sont bonnes. Je vais vérifier cela. En attendant, tu es suspendu temporairement. » « Mais ça n'a aucun sens. Ce sont les règles. Tu reviendras vendredi. » Adrien sortit du bureau confus et en colère. Il savait que tout cela portait la marque de Victor. Sur le chemin du retour, il reçut un appel de sa grand-mère. Elle pleurait. « Adrien, la mutuelle a refusé mes médicaments. Ils disent qu'il y a une erreur dans mon dossier et que je dois attendre 30 jours pour régulariser la situation. » Marguerite souffrait d'hypertension. Elle ne pouvait pas rester sans traitement. Adrien sentit le sang lui monter à la tête. « Je vais m'en occuper, mamie. Ne t'inquiète pas. » Il se rendit immédiatement au centre de santé, mais ne parvint à rien. L'agente d'accueil répéta la même chose. Erreur dans le système, délai de 30 jours. Quand Adrien menaça de porter plainte, elle devint nerveuse et alla chercher un responsable. 15 minutes plus tard, elle revint en disant que, par hasard, l'erreur avait été corrigée. Mais Adrien savait
que ce n'était pas un hasard. C'était de l'intimidation. Le soir, il reçut un message d'un numéro inconnu. « Tu peux encore accepter l'offre, avant que les choses ne deviennent plus compliquées. » Adrien bloqua le numéro, mais les mots continuaient de résonner dans sa tête. Victor utilisait des méthodes sournoises, et Adrien se sentait seul, ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Le jeudi, un homme en costume élégant se présenta à l'appartement. Il était grand, la quarantaine, avec une allure de cadre supérieur. « Adrien Valois ? Je m'appelle Nicolas Perrin. J'aimerais vous parler. » Méfiant, Adrien le fit entrer dans le salon. Nicolas alla droit au but. « Je suis vice-président des opérations chez Moncler Industries. J'y travaille depuis 15 ans. Et je dois ma carrière à votre grand-père. »« Comment ça ? Il y a 12 ans, j'étais au chômage, au bout du rouleau. Votre grand-père Henri m'a abordé dans un café où je venais de rater un entretien. On a discuté. Il m'a donné un peu d'argent pour tenir et m'a recommandé pour un poste chez Moncler. J'ai commencé comme assistant. Aujourd'hui, je suis numéro 2. » Adrien écoutait, silencieux. « Henri m'a demandé de promettre que si, un jour, vous aviez besoin d'aide, je serai là. Ce jour est venu. Pourquoi voulez-vous m'aider? Victor est votre patron. Parce que votre grand-père était un homme d'honneur, et parce que je sais ce que Victor prépare. Il convoque une assemblée extraordinaire des actionnaires pour supprimer la clause de protection des employés. Il fait pression sur les petits actionnaires pour qu'ils votent avec lui. Il peut vraiment faire ça? Il peut essayer. Mais vous avez un droit de veto sur les questions sociales. C'est inscrit dans le contrat initial que Henri a rédigé il y a 30 ans. Victor veut que vous vendiez avant de le découvrir. » Adrien sentit à la fois de la colère et du soulagement. Henri avait même prévu ça. « Que dois-je faire ? Assistez à l'assemblée. Faites valoir vos droits. Et surtout, ne vous laissez pas intimider. » Nicolas lui remit une chemise remplie de documents. « Voici tout ce que vous devez savoir. Statuts, clauses, historique des votes. Étudiez-les. » Après le départ de Nicolas, Adrien passa la nuit à lire. Plus il lisait, plus il comprenait la géniale stratégie de son grand-père. Henri avait tissé un véritable filet juridique pour protéger les travailleurs. Le lendemain, Hélène Moreau, la directrice de la banque, appela Adrien pour lui demander un rendez-vous. Ils se retrouvèrent dans un parc près du lycée. « Adrien, je dois vous dire quelque chose. Victor est venu me voir pour obtenir des informations sur vos mouvements bancaires. Quand j'ai refusé, il m'a laissé entendre que je risquais de perdre mon poste. Je suis désolé de vous avoir mise dans cette situation. Ne le soyez pas. J'ai choisi de faire ce qui est juste. Et ce n'est pas tout. J'ai mené mes propres recherches dans les anciens registres de la banque. » Elle lui tendit une enveloppe. Victor est impliqué depuis des années dans des opérations douteuses, prêts suspects, détournement de fonds. Rien de formellement illégal, mais clairement contraire à l'éthique. Pourquoi me dire ça? Parce que votre grand-père m'a tendu la main quand j'étais dans une mauvaise passe. Il s'est porté garant pour que je puisse louer un appartement. À l'époque, j'étais une jeune directrice, divorcée, sans crédibilité auprès des banques. Henri a pris le risque. À mon tour maintenant. Adrien était ému. Les personnes que son grand-père avait aidées réapparaissaient une à une. Une semaine plus tard, un autre allié fit son apparition. C'était un ouvrier de l'usine Moncler, un homme aux mains rugueuses nommé Jean-Pierre. Votre grand-père venait parfois à l'usine. Il discutait avec nous, demandait comment ça allait. Quand ma fille est tombée malade, il a payé les soins. Il n'était même pas employé, juste actionnaire. Mais il se souciait de nous. Aujourd'hui, c'est à notre tour de vous soutenir. Jean-Pierre lui remit une pétition signée par 1800 travailleurs en faveur d'Adrien et du maintien de la clause protectrice. On sait que le patron vous met la pression, mais sachez que vous n'êtes pas seul. Adrien regarda ces signatures. Chacune représentait une famille, un rêve, une vie. C'était pour elle qu'il se battait.
L'Assemblée générale était prévue dans 10 jours. Adrien se préparait. Il étudiait les contrats, suivait les conseils de Nicolas, triait les documents avec Hélène. Marguerite, elle, priait chaque soir pour la protection de son petit-fils. 3 jours avant l'Assemblée, Adrien reçut un appel en numéro masqué. « Adrien Valois ? Oui. Je m'appelle Julien Rousseau. J'ai travaillé pour Victor Monclerc pendant 10 ans en tant qu'auditeur interne. J'ai été licencié il y a 6 mois parce que j'ai refusé de falsifier des rapports. J'ai des preuves de tout ce qu'il a fait. Documents, emails, enregistrements. Je veux vous les remettre. » Le cœur d'Adrien s'emballa. « Quand ? » ?»« Demain, à 23 h, sur le parking du parc municipal. Venez seul. » »« Pourquoi si tard ? » ?»« Parce que Victor a des yeux partout. Et parce que ce que je vais vous remettre peut l'envoyer en prison. S'il apprend que je vous donne ces preuves, je suis un homme mort. » La communication s'interrompit. Adrien resta figé. Tout cela semblait dangereux, mais cela pouvait être la pièce manquante pour faire tomber Victor une bonne fois pour Todas. Il leva les yeux vers la photo de son grand-père, posée sur l'étagère. Henri y souriait, simple et sage. « Aide-moi, papy. Donne-moi du courage. » La bataille finale approchait, et Adrien allait avoir besoin de tout le courage qu'il possédait. Adrien ne parla à personne de son rendez-vous avec Julien Rousseau, ni à sa grand-mère, ni à Nicolas, ni à Hélène. Il savait que tous essaieraient de l'en dissuader, en disant que c'était dangereux. Et ils auraient sûrement eu raison. Mais il avait besoin de ces preuves. Le soir venu, Adrien enfila un sweat sombre et quitta l'appartement en disant qu'il allait étudier chez un camarade. Marguerite le crut. Il prit 2 bus jusqu'à se rapprocher du parc municipal. Il était 22 h 40 lorsqu'il entra dans le parking presque désert. L'éclairage était faible. Seuls quelques lampadaires fonctionnaient, projetant des cercles de lumière jaunâtre sur l'asphalte. À 23 h 05, une berline grise s'arrêta à quelques mètres. Un homme mince, d'une 50aine d'années environ, descendit du véhicule. Il regarda autour de lui, nerveux, puis fit signe à Adrien d'approcher. « C'est vous, Julien ?» demanda Adrien. « Oui. »« Tu es venu seul ?»« Oui. » Julien ouvrit la portière arrière de sa voiture et en sortit une chemise cartonnée brune. « Voici tout. Des documents prouvant que Victor a détourné des fonds destinés à des projets sociaux vers des comptes personnels. Des emails où il ordonne la falsification de rapports. Des enregistrements de réunions où il parle de pots de vin versés à des inspecteurs. » Adrien prit la chemise avec des mains tremblantes. « Pourquoi avez-vous conservé tout ça ? » ?»« Parce que je savais qu'un jour, il tomberait. Et parce qu'il a détruit ma vie. Il a répandu des mensonges sur moi après m'avoir viré. Plus personne ne veut m'embaucher. J'ai tout perdu. » Julien avait les larmes aux yeux. « Mais ce n'est pas juste de la vengeance, c'est de la justice. Il a fait du mal à beaucoup de gens. Merci, ça peut tout changer. Utilise-le à bon escient. Et fais attention. Victor est dangereux quand il se sent acculé. » Julien remonta dans sa voiture et repartit sans un mot de plus. Adrien resta seul sur le parking vide, tenant la chemise comme s'il s'agissait d'un trésor. Il avait désormais entre les mains de quoi mettre fin à cette guerre. L'assemblée des actionnaires eut lieu dans un hôtel de luxe en plein centre-ville. La salle était immense, avec des rangées de fauteuils en velours et une grande table où siégeaient Victor et d'autres dirigeants. Environ 50 personnes étaient présentes, actionnaires, avocats, cadres. Adrien entra accompagné de Nicolas Perrin. Il portait le seul costume qu'il avait, un modèle un peu trop grand, prêté pour l'occasion. Mais il marcha d'un pas sûr. Victor était assis à la table principale. En voyant Adrien, son visage se referma. Il ne s'attendait pas à ce que le garçon ose venir. « Bonjour à tous !» commença Victor d'une voix assurée. Cette assemblée extraordinaire a été convoquée pour discuter de la modernisation de notre politique interne.
Plus précisément, de la révision de la clause de protection des salariés, qui alourdit nos coûts opérationnels. Un murmure parcourut la salle. Certains actionnaires hochèrent la tête, en signe d'approbation. Cette clause date de 30 ans, d'un contexte économique totalement différent. Le marché a changé. Pour rester compétitif, nous avons besoin de flexibilité. Victor présenta des graphiques, des tableaux, des projections. Tout était bien rodé. Il était convaincant. Je propose que nous votions pour la suppression de cette clause. Ceux qui sont en faveur, levez la main. Environ 20 mains se levèrent. Contre, 10 mains se levèrent, dont celle d'Adrien et Nicolas. Victor esquissa un sourire. La majorité simple étant atteinte, la motion est adoptée. « Non, monsieur Monclerc », intervint Adrien en se levant. Sa voix était ferme, malgré ses jambes qui tremblaient. D'après le contrat de création de l'entreprise, toute modification liée aux clauses sociales nécessite une majorité qualifiée de 70%. Et l'actionnaire principal dispose d'un droit de veto. Victor devint cramoisi. « Tu ne sais pas de quoi tu parles ?»« Au contraire, je sais très bien. J'ai lu tous les contrats. » Adrien sortit des documents de son sac. Article 12, paragraphe 3. Mon grand-père a contribué à la rédaction de ces statuts il y a 30 ans, précisément pour éviter que des dirigeants sans scrupules puissent nuire aux travailleurs. L'avocat de la société feuilleta en vitesse les documents et pâlit. « Il a raison, monsieur Monclerc. » Victor frappa la table du poing. « C'est absurde. Tu n'es qu'un gamin. Tu ne sais rien de la gestion d'une entreprise. » Je sais ce que mon grand-père m'a appris, que les gens comptent plus que les profits. Des idéaux naïfs d'un garçon qui n'a jamais eu à prendre de vraies décisions. Décisions difficiles ou décisions égoïstes? Adrien sortit la chemise que Julien lui avait confiée. « Parce que j'ai ici la preuve de vos choix, monsieur Monclerc. Des documents montrant des détournements de fonds, des falsifications, des pots de vin. » Un silence glaçant tomba sur la salle. Victor devint livide. « Tu inventes. » »« Je n'invente rien. J'ai des emails, des relevés bancaires, des enregistrements. Tous authentifiés. » Adrien distribua des copies à l'avocat de l'entreprise et à 2 actionnaires indépendants. Pendant que vous coupiez les avantages des salariés sous prétexte de crise, vous détourniez des millions vers vos comptes personnels. Nicolas se leva à son tour. « Je confirme. En tant que vice-président, j'ai été contraint de signer des documents douteux. J'en ai conservé des copies. J'attendais le bon moment pour les révéler. » Hélène Moreau, restée discrète au fond de la salle au nom de la banque, prit la parole. Le Banque Saint-Honoré a également relevé des irrégularités dans les mouvements du compte entreprise de Monclerc Industries. Un rapport a déjà été transmis à l'autorité des marchés financiers. Victor regardait autour de lui. Les autres actionnaires le fixaient désormais avec suspicion et colère. Son empire s'effondrait sous ses yeux. « C'est une conspiration, » balbutia-t-il. « Vous êtes tous contre moi. »« Non, monsieur Monclerc, » répondit Adrien d'une voix posée. « Nous sommes du côté de la vérité. » Le juriste de l'entreprise se leva. « Mesdames et messieurs les actionnaires, au vu de ces révélations, je propose que nous suspendions cette assemblée et saisissions immédiatement les autorités compétentes. » 2 semaines plus tard, Victor Monclerc fut arrêté. Les chefs d'accusation étaient nombreux. Détournement de fonds, falsification de documents, fraude fiscale. L'empire qu'il avait construit avec fierté n'était plus que ruine. L'histoire fit les gros titres dans tout le pays. Un adolescent héritier fait tomber un magnate corrompu. Un garçon de 16 ans sauve 2000 emplois. Adrien devint une figure nationale. Mais la célébrité lui importait peu. 1 mois après l'Assemblée, Adrien visita pour la première fois l'usine de Monclerc Industries. Les ouvriers l'accueillirent de par des applaudissements. Ils avaient organisé une fête simple dans le réfectoire. Un gâteau, des sodas, des sourires sincères. Jean-Pierre, l'ouvrier qui avait apporté la pétition,
prononça un discours plein d'émotion. « Votre grand-père était un homme bon, et vous montrez que cette bonté est héréditaire. Merci d'avoir combattu pour nous. » Adrien, gêné par tant d'attention, répondit simplement « J'ai juste fait ce qui était juste. » Ce soir-là, de retour dans le petit appartement où il vivait toujours avec sa grand-mère, Adrien regarda par la fenêtre les lumières de la ville. Il avait assez d'argent pour s'acheter n'importe quelle maison, n'importe quelle voiture, tout ce qu'il voulait. Mais rien de tout cela ne comptait autant que le fait d'avoir protégé ces 2000 familles. Marguerite s'approcha et posa une main douce sur l'épaule de son petit-fils. « Henri serait fier de toi. »« J'espère, mamie. »« Il l'est. J'en suis certaine. » Adrien prit la lettre de son grand-père, rangée dans la table de nuit. Il relut, pour la 100e fois, cette dernière phrase « Choisis avec ton cœur ». Il avait choisi. Et, en choisissant, il avait compris que le vrai héritage de Henri Valois n'était pas l'argent. C'était cette capacité à changer les choses. C'était le courage d'affronter les puissants. C'était la conviction qu'une seule personne, aussi jeune ou inattendue soit-elle, pouvait changer le monde. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Si cette histoire vous a touché, laissez un like, partagez en commentaire ce qui vous a le plus marqué et surtout, envoyez-la à quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la justice peut encore triompher. Faisons passer le message.